Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19. Classico. Une émission littéraire ? Non. Une émission culinaire ? Ah, ça se pourrait. Au menu boxe, basket, football, sport auto et moto, rugby et athlétisme. Classico, c'est tout le sport avec un grand S. Résultats, pronostics, débats, infos et actus, analysés et décryptés par les journalistes Fréquence Méditerranée. L'émission sportive par excellence, c'est le Classico sur ta radio. Alors, vous êtes prêts ? À table. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est de retour, on est toujours là. Et puis bien sûr pour le 3e épisode de Classico avec une nouvelle saison. Voilà, première saison pour notre émission Classico avec les chroniqueurs qui m'accompagnent régulièrement. Avec nous ce soir, Mika. Salut Mika. Bonsoir à tous. Avec une petite fille sur les jambes. Ce soir on a des jeunes avec nous, vous allez comprendre dans quelques instants. La petite fille blonde qui est avec nous ce soir, elle s'appelle Jade. Bonsoir. Tu peux dire bonsoir Jade ? Ne dis pas bonsoir, c'est pas grave, vous allez voir. Elle a retourné le bureau depuis 10 minutes, mais la mène elle timide. On est une radio qui est géniale, c'est une radio qui fait aussi de la garderie, c'est tout faire. Il nous accompagne aussi régulièrement, vous avez l'habitude de le retrouver dans l'émission cinéma, dans l'émission sportive, c'est notre cher Thierry. Salut Thierry. Bonsoir tout le monde. Spécialiste du football et du cyclisme, entre autres. C'est notre cher Pascal. Salut Pascal. Salut Jean-Luc, voilà. Bonsoir à tous. Content de vous retrouver, puis ce soir avec nous un petit jeune qui nous accompagne. Voilà, vous savez très bien que notre philosophie sur la radio, c'est laisser la place aux jeunes, oui, les accueillir, laisser parler. C'est un passionné de sport, on le retrouvera au mois de février en stage chez nous, mais ce soir il est avec nous, c'est Lucas. Salut Lucas. Bonsoir à tous. Voilà, écoute, je suis content que tu sois avec nous, tu vas nous accompagner durant une heure d'émission, on va parler de plein de sports ce soir. Le sommaire, on va vous donner le sommaire, on va vous parler moto Grand Prix avec Quartararo qui chute encore et qui commence ça va être compliqué son titre de championnat du monde. On va vous parler championnat de cyclisme sur piste, on va vous parler de tennis avec un petit Français qui monte. Vous découvrirez ça dans quelques instants. Rugby féminin avec la Coupe du Monde. De basket avec Monaco qui est en plein boom. De handball avec la qualification pour les championnats du monde. Et puis bien sûr le gros morceau de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. En fin de compte, on vous le met au bout pour que vous restiez avec nous jusqu'au bout. C'est ça. C'est la ruse. C'est un petit peu jusqu'à la fin. C'est football, on va vous parler football avec. Alors la football, il y a de l'actualité. Il y a ballon d'or ce soir à 20h. Tout à fait. Avec le favori qui est en français. On espère. Là franchement, c'est pas mal. Cette année, je pense que. J'arrête l'émission de sport. On va vous parler Mbappé, bien sûr, qui commence à sortir les yeux à beaucoup de Français, entre autres moi. Donc vous allez comprendre que. Est-ce qu'il n'est pas toujours sorti de tes yeux, toi Voilà, vous avez compris que je vais pas être cool. On va vous parler des résultats européens, de tous les championnats européens. C'est Pascal qui nous en parlera. Semaine européenne, bien sûr. Et puis les entraîneurs limogés, c'est l'hécatombe, c'est la chute. Ah oui. C'est l'automne, c'est la chute des feuilles. Ah oui, ça tombe de partout là. C'est l'automne. Voilà, on démarre tout de suite avec les Grands Prix moto d'Australie, mon cher Thierry. Eh ben oui, Classico. D'abord, pardon. Oui, excusez-moi. Classico sur Fréquence Méditerranée. Voilà, faut toujours attendre. Oui, non, c'est vrai, je me suis laissé avoir. Je vous présente toutes mes confuses. Oui, Quartararo, on en avait parlé à la première émission, on en a parlé il y a 15 jours, il y a 2 semaines. Et malheureusement, patatrac, il est tombé, il a fait déjà un mauvais départ. Et puis après, il a voulu tout rattraper. Et puis j'ai bien l'impression quand même que Ducati est quand même tout supérieur cette année. Avec sa Yamaha, il ne peut pas lutter. Il est passé second au classement, si j'ai pas dit. J'ai noté le classement. Voilà, il a 13 points de retard, donc, ou 14 points de retard. 14, donc ça va être un petit peu compliqué. Il reste 2 grands prix, tout est possible, mais franchement le Pecco Bagnaia là, il a l'air en pleine bourge. On va coller le petit dès le départ. Est-ce que tu connais le classement? Pas vraiment. Bon, et Mika, le classement, c'était Oui, Bagnaia premier 233 points, Quartararo 219 et Espargaro 206. C'est ça. D'accord. Et moi ça me paraît compliqué pour les deux, même pour les deux derniers Grands Prix parce que difficile. Puis il est pas aidé. C'est un peu la tendance qui se dessinait ces derniers temps. C'est ce qu'on a dit il y a 15 jours d'ailleurs, on a dit ça exactement, que même s'il était encore devant, sa courbe était plus sur la. C'est ça, il est dans une mauvaise spirale et c'est difficile de. En plus, il y a vraiment les Ducati qui poussent en mort derrière. Il y a des pilotes
pilotes italo-espagnols là-bas qui arrivent de tous les côtés. Et ça va être vraiment compliqué. Ouais, mais tu prends en termes de performance, la Yamaha, à part celle de Quartararo, elles sont toutes en fond de classement. Ah oui. Et c'est vraiment les Ducati qui trustent les premières places. Le problème, c'est que Yamaha, c'est vrai que c'est ce qu'on disait hier soir avec un collègue. D'ailleurs, Yamaha, si tu regardes à part Quartararo, les Yamaha finissent entre la 15 et 20e place. C'est pas une machine qui tourne fort. Il y a un gros problème de performance cette année. Et les 2 derniers Grands Prix, visiblement, c'est ce qu'on disait aussi, c'est pas mal de lignes droites. Donc ça risque d'être compliqué pour toi. Encore moins, oui, parce que encore sur des circuits techniques. Oui, c'est ça. Voilà, les véhicules, que ce soit même en F1, en moto, qui ont moins de performance, tu peux un peu combler sur le pilotage. Mais on peut jamais dire jamais, mais en fait, c'est vrai que franchement, ça semble compromis. Ça sent mauvais. C'est presque mission impossible. Ouais, c'est pas fini, mais maintenant c'est un miracle qu'il faudrait pour inverser la tendance. Mathématiquement, il peut. Voilà, j'y crois plus du tout, honnêtement. En plus, Bagnaia, à défaut de gagner, il est régulier. Ça fait 2-3 fois qu'il finit podium, troisième. Mais il est pas bête, il prend pas de risque. Il engrange ses points. Quartararo, lui, les perd. Voilà, c'est ça, exactement. En finissant en queue de peloton, ou alors comme il a abandonné là à mi-course à peu près sur sa chute. Donc bon, c'est dommage. Mais son équipier aussi, Morbidelli, pareil, il s'est cassé, il est abandonné aussi. Donc il peut même pas compter sur son équipier. Il est vraiment tout seul contre tous. Quoi. C'est ça. T'as vraiment ça sent très mauvais. Ça sent mauvais. Donc on a bien compris que cette année il sera peut-être pas champion du monde. Cela dit, s'il finit second quand même, c'est tout à fait honorable. Oui, c'est honorable. Alors moi je mets un billet sur la table. Moi je dis qu'il finit champion du monde. Tu penses qu'il peut changer Je sais que c'est un mec, c'est un battant. Oui, non, mais ça c'est clair. Bon, après, on va pas souhaiter malheur, mais je crois que le prochain Grand Prix c'est Valence en MotoGP. Oui. Et il est bon en Espagne en général. Déjà d'une, et en plus, on sait jamais qu'il puisse arriver à aller une petite panne mécanique ou quelque chose à Bagnaia. On lui souhaite, on va pas dire. Il fait son podium. Là, ça. Oui, je suis honnête, je suis chauvin moi. Soyons neutres, on lui souhaite. Je souhaite une chute de Bagnaia. Moi, j'assume complètement. Je souhaite une chute carrément. Aux Français, j'espère. Il y a rien de mal à être un petit peu chauvin tant que ça reste respectueux. Des autres. Je parlais plus de problèmes mécaniques que de chute parce que une petite pas non plus. Une chutinette, ouais. C'est une chutinette, c'est une petite chute, ça va. Voilà, on vous a parlé Grand Prix moto et puis un petit coucou à Pierrot Couffet qui nous rejoint, qui est le président de l'AS Monaco Football féminin. Football, on parlera football en fin d'émission et on ira chercher les résultats du club féminin de l'AS Monaco pour en parler un petit peu. Oui, parce qu'on a pas tourne bien en général. On a Nathalie ce soir. Coucou à Nathalie aussi qui a pas pu être là ce soir et puis du coup on n'a pas d'actualité. Voilà, donc Nathalie nous donne tous les jours. Je peux faire que Roquebrune moi. Voilà, bon, c'est pas grave. T'as pas préparé on va faire avec les résultats, Lucas? Il était pas au courant encore. Il le fera pour la prochaine fois. Pense à parler dans le micro, Lucas, quand tu parles, sinon on t'entend pas correctement. Très mauvais travail. Voilà, Grand Prix moto, on passe tout de suite au championnat de cyclisme sur piste. Classico sur Fréquence Méditerranée. Mon cher Thierry, là je me suis pas fait avoir, j'ai attendu le jingle. Que s'est-il passé ce week-end? Il se passe que quand même, ça faisait un petit moment qu'on était dans le trou en cyclisme sur piste et puis on retrouve un petit peu des couleurs. Notamment, alors j'ai noté, parce que je connais pas vraiment tous les noms par cœur, mais il y a une petite jeune de 20 ans qui s'appelle Marie-Divine Kwame. C'est un joli prénom, Marie-Divine. C'est vrai. Tout à fait. Elle a 20 ans, c'est la future Félicia Ballanger. Alors pour ceux qui ont un petit peu oublié, Félicia Ballanger, c'était le Florian Rousseau au féminin qui a gagné 3 médailles d'or, aux Jeux Olympiques, 10 titres mondiaux, elle a tout trusté. Gros palmarès. Et là, elle est venue spécialement de Nouvelle-Calédonie pour voir un petit peu comment ça se passait. Et la petite, donc en vitesse, sur 500 mètres, elle a gagné la médaille d'or au championnat de cyclisme sur piste. En plus, ça se passait en France, à Saint-Quentin-les-Yvelines. On a eu également Mathilde Gros, elle a gagné la vitesse première et elle a fini 4e du Keirin. C'est le Keirin, c'est tout à fait. Qui se passe avec des petites motocyclettes là, qui vous donnent le tempo. Une course un petit peu particulière. Elle a quand même fini 4e. Et puis malheureusement chez les hommes en vitesse, alors là c'est le néerlandais, là, Harry Lavressen, qui lui il démonte tout le monde depuis des années, donc il a conservé son titre. Et puis enfin on a Benjamin Thomas qui est associé à Donovan Grondin. Ils ont gagné la fameuse course de l'américaine, une course à points, tu sais, où tu as des sprints à faire régulièrement tous les 4 ou 5 tours, je crois. Tu as des c'est un peu compliqué. Oui. Voilà, et ça s'appelle l'américaine en fait. Donc il y a plusieurs équipes. Tu fais plusieurs tours et sur un tour défini, ça se joue au sprint. Celui qui passe devant marque plus de points. Exactement. Et c'est tout par équipe de 2, donc à l'Italie, et les Pays-Bas, l'Angleterre, etc. Et les Français ont quand même trusté la médaille d'or encore, donc les deux ils l'ont gagné. Et Benjamin Thomas, il s'est pas arrêté là puisqu'il a eu la médaille d'argent aussi en individuel
à l'Omnium. C'est bien. Donc quand même un petit cocorico parce que ça faisait un moment quand c'est qui me sur piste, toi qui t'intéresse au. Moi de base je suis plus cycliste sur route que cycliste sur piste. Ouais. Mais après voilà, t'as pas mal de pistards comme on les appelle qui basculent sur le cyclisme de route et t'as aussi pas mal de cyclistes de route qui font les grosses compétitions sur piste. Notamment Benjamin Thomas. Voilà, c'est lui il est dans l'équipe Cofidis je crois. Ouais, et je crois que Grondin aussi il me semble. Hein. Ça me dit quelque chose. Ça me parle moins honnêtement. Ça me parle moins. Après peut-être qu'il est dans une équipe continentale, deuxième division ou quoi, mais Benjamin Thomas c'est un très gros rouleur d'ailleurs. Spécialiste du contre-la-montre avec une bonne petite pointe de vitesse et c'est un peu. C'est pour ça que dans ses courses style l'américaine effectivement c'est le genre de parcours à lui il est pas mal. Qui lui convient vraiment bien. Et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on n'avait quand même pas eu de titres mondiaux dans cette discipline, alors qu'à une époque, je parle il y a quelques années en arrière, une quarantaine d'années, il y avait Daniel Morellon et Gérard Quintin qui étaient monstrueux, qui est Pierre Trentin. Qu'est-ce que c'est quoi en 1930, c'est ça? Non, c'était pas en quarantaine d'années. Dans les années 80. Dans les années 80, après il y a eu Florian Rousseau qui était énormissime. Florian Rousseau, je m'en rappelle. 4-5 ans, il a tout gagné. Félicien Ballanger chez les femmes. Et après, on a été un petit peu dans le trou. Parce que là, on a eu un trou, mais on avait une bonne période aussi en cyclisme sur piste. Alors, j'ai plus les noms en tête. Non, moi non plus. J'avais un petit peu régulièrement Florian Rousseau. Chers amis, juste un petit break parce qu'il faut quand même leur dire, ils sont là, ils nous regardent ce soir. On a beaucoup de gens passionnés de sport qui nous regardent ce soir. Je vois Sébastien Usher qui nous suit. Tout à fait. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes en train de nous suivre sur le DAB et sur le web et bien sûr sur les applications, que vous pouvez venir nous rejoindre sur live Facebook avec parce qu'on fait la radio télé et qu'on a Sébastien Usher qui nous suit ce soir et qui est passionné de vélo. On a Henri Franco qui fait partie du billard à Menton. On en parlera bientôt. Ils vont nous rejoindre en tant que partenaires et on en parlera de billard. On a Pierrot Couffet bien sûr qui lui football. Voilà, on a plein de gens passionnés de foot. Fernand Lucas, je sais pas, de la danse peut-être. Il nous dira. Et voilà, Sandrine Dumay qui nous regarde et c'est beaucoup. Merci, bravo, merci à tous nos auditeurs. N'hésite pas à intervenir, à poser des questions, à donner leur avis. Je rigole parce que du coup j'ai presque un coup de gueule là-dessus. Oui, vive le vélo dans notre région incroyable avec des routes splendides. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui font du vélo chez nous. Mais les routes. Et des fois, ils me rendent fou sur la route. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de vélo, rappelez-vous, il y a quelques années de ça, le prologue du Tour de France s'était déroulé à Monaco. Tout à fait. Un contre-la-montre exact. Honnêtement, c'est la première fois qu'on a eu un prologue hyper intéressant parce qu'il y avait eu déjà des écarts. Parce que bon, c'était tout en montée descente. Je crois le prologue, la toute première étape, c'était un contre-la-montre, il me semble. Je suis pas certain. Je sais pas. En tout cas, il y avait des vues magnifiques parce que quand même, on a une belle région. Mais on est une région très très prisée du cyclisme. Justement, tu parles de ça. Vas-y, pardon. Non, je voulais dire que tu as beaucoup de cyclistes professionnels sur route. Ils habitent tous sur Monaco. Il y avait du Froome à l'époque. Il y avait Froome à l'époque. Il y a peut-être un côté fiscal dans l'histoire. Aussi. Non, mais attends. Ouais, mais on a des beaux reliefs. Enfin voilà, tu peux t'entraîner que ce soit sur des routes plates, sur des reliefs. Ouais, t'as du Geraint Thomas, Nairo Quintana, tous ces gens-là. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote parce qu'on peut dire une petite anecdote. Moi, j'ai mon camarade qui a fait de la musique avec moi, là, Jean-Louis, pendant de nombreuses années. Il a été vice-champion de France amateur de cyclisme. À l'époque, il était avec Charlie Bérard, qui était le disciple, le porteur d'eau de Bernard Hinault. Donc ça remonte à quelques années. Donc il s'y connaît en vélo. Il avait une maison. Je dis il avait parce qu'il a vendu depuis. Il avait une maison sur la route de Sainte-Agnès. Et il était chez lui en train de fumer sa cigarette. Et il voyait tous les lacets, tu sais, qui sont en bas. Et il voyait un mec qui montait en vélo, qui doublait les bagnoles en montée. Il a dit putain, là quand même, ça me paraît. C'était Bernard Hinault ? Non, c'était pas Bernard Hinault. Alors il regardait ça et puis petit à petit il se rapprochait de chez lui et puis à un moment donné, quand il l'a vu passer devant, il a pris sa moto. Il m'a dit j'ai mis presque 5 minutes pour l'attraper en moto. C'est Bernard, tu parles la personne là ? Non, lui il a été vice-champion d'Europe. Celui que toi tu connais. Non, c'est Jean-Louis Gaziello, il s'appelle. C'est le gars qui a fait de la musique avec moi. Et finalement, donc il a rattrapé le type et en fait le directeur sportif, c'était un cycliste professionnel, il lui a interdit de le doubler. C'était Joseph Brunel, comment on appelle ça, le directeur sportif de Lance Armstrong. D'accord. Et mon camarade, je me rappellerai toujours, Jean-Louis m'avait dit, je te jure, et on a appris ça beaucoup plus tard, il m'a dit, mais la vitesse à laquelle il montait le type, on voyait que c'était pas humain. Quoi. Tu sais, il m'a dit, c'était une machine. Oui, non. C'était pas humain, c'est bizarre. Non, mais je veux dire, on a su plus tard qu'il était. On a su plus tard que c'était des vélos électriques. Donc, allez, on passe à autre chose. Mon cher, juste une question avant de passer à autre chose. Mon cher Lucas qui est avec nous ce soir, petit jeune, le cyclisme, ça te plaît ? T'aimes ça ou pas ? Je suis le Tour de France. Tu suis le Tour de France, c'est bien déjà. Allez. Et aussi le Tour d'Italie. Attention, à chaque fois que tu seras avec nous, on va te coller. Qui a gagné le Tour de France cette année ? Vingegaard. C'est ça. Tu vois, excellent. Tu l'as pas eu. Tu l'as pas eu. C'est bon. C'est vrai que le Tour de France très bien pour la sieste. D'accord. Allez, il revient en deuxième semaine. Classico sur Fréquence Méditerranée.
19h14, on est toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée, on vous parle toujours football. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est qu'on a du public, ne vous inquiétez pas. Il y a du monde aujourd'hui, on affiche complet. On joue à guichet fermé. On a du public. On va vous parler de tennis avec un petit Français qui sort du lot, qui est en train d'éclore. Écoutez, moi j'ai un petit peu perdu le fil, je vous le cache pas depuis quelques temps en tennis, mais j'ai vu ce jeune que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Arthur, je vais regarder son nom, Rinderknecht. Ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Il vient de faire demi-finale à Gijón en Espagne. Et moi aussi, ça fait même pas français déjà. Il doit être alsacien, je pense. Moi aussi, ça fait quelques temps, j'ai un petit peu décroché sur le tennis. Moi, j'ai décroché moins actu que. Mais apparemment, il a fait une demi-finale tout à fait probante contre Sébastien Corda, le fils de Petr Korda, le Tchèque qui s'était exilé à Monaco, tu sais. Parce qu'il aimait bien la vue, uniquement. Il y a un côté fiscal dans cette histoire. C'est souvent du fiscal. Et donc le petit Français vient d'arriver à la 56e place mondiale. Bon. Vous allez me dire 56, mais il faut déjà y arriver. Il a quel âge? Là, une vingtaine d'années. Donc, à mon avis, il faut suivre un petit peu ce qui va se passer derrière. Il y a Manarino qui est 44e. Mais c'est le numéro 1 français actuellement, d'ailleurs, j'ai vu. Manarino. Non, c'est Gal Monfils, toujours. 38e. Oh. Et d'ailleurs, et donc il joue toujours. Alors, il va jouer beaucoup moins parce que si vous ne le savez pas, on va vous le dire, on est là pour ça, pour vous faire des scoops. Il s'est marié avec Elena Svitolina, qui est une joueuse ukrainienne et qui était assez ulcérée de voir d'ailleurs des Russes qui concouraient à l'Open. Oui, tout à fait. On va pas parler de ça. Et donc ils se sont mariés et ils ont eu une petite fille récemment. Il m'a envoyé un faire-part pour me signaler sa naissance. Et félicitations à Gaël. Parce que nous sommes très amis avec Gaël Monfils, bien sûr. Bien sûr. C'est gentil de nous donner de ces nouvelles. Voilà, je serais peut-être. On savait plus trop ce qu'il devenait. Je serais peut-être le parrain Giro Baptême, je ne sais pas. On verra. Non, mais c'est bien. De toute façon, on parlait du cyclisme mondial en général. Côté français, c'est un peu le même mood. T'es dans le trou, t'as une fin de génération. Voilà, les Tsonga, les Gasquet, mon fils, tous ceux qui. Je sais pas ce que t'en penses, Pascal, mais toi aussi, Mika, et notre cher ami Lucas. C'est qu'en fait, je trouve qu'avec les Gasquet, mon fils, voire même Tsonga, on a quand même loupé quelque chose parce que c'est des mecs chez les juniors, ils ont tout cassé, quoi. Ils ont tout cassé en junior. Chez les cadets, quand il avait fait l'Orange Bowl à l'époque, Gasquet, il mettait des tolls à Raphaël Nadal. Il mettait des tolls. C'était sa terreur. Et puis quand il est arrivé chez les professionnels, Gasquet a continué à être entraîné par son papa. Et puis Raphaël Nadal, lui, il est passé avec son oncle Tony Nadal, qui jouait au FC Barcelone. Et il est allé en salle de muscu. Et il a quand même pris du poids, tout ça. Qui joue au Barça? La différence. Tony Nadal, il a joué au Barça. C'est ça qui est fou parce que Nadal était un grand supporter de Madrid. Alors, je sais pas si c'est Tony Nadal ou c'est Miguel Angel Nadal qui jouait au Barça. Parce qu'il y avait un Nadal, donc de la famille Rafael Nadal qui peut-être jouait, je me trompe, c'est un peu l'époque Stoïkov, Guardiola, tout ça. Oui, ça remonte à quelques années déjà. Écoute, fin des années 2000. J'aimerais bien que les auditeurs ils commentent et ils nous reprennent. Ils peuvent si j'ai peut-être dit une connerie, c'est possible. Ça arrive. Par contre, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'avais été repris par notre chère amie Nathalie qui est absente aujourd'hui, parce qu'elle me disait, je crois que tu te trompes quand tu dis que Strazel, en basket, a été transféré de Villeurbanne à Monaco. Il jouait déjà à Monaco l'année d'avant. Je confirme que Strazel a bien été transféré. On va en parler. On va arriver. Il a vérifié son info. Voilà. On va vous parler de basket et de Monaco. Je suis couché très tard pour relayer l'info. En tout cas, c'était le scoop que tu voulais nous donner. Voilà, moi j'ai tout dit. Vous avez autre chose à ajouter? Non, tennis français, moi ça me déprime. On espère qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, parce que. On aimerait bien quand même retrouver un type de la trempe de le problème du tennis français, c'est que souvent, comme tu viens de le dire avec les Gasquet, on espère et on espère. Mais Gasquet, il était porteur d'espoir. Franchement, c'est un scandale. Bon, alors que Gilles Simon, c'est un bon joueur, mais peut-être un cran en dessous. Très complet, mais pas de. Sur du Tsonga, mon fils Gasquet, que t'en es pas un qui a gagné un grand chelem, je trouve que c'est aberrant. L'année où il a explosé, Tsonga, il s'est fait corriger en finale contre Djokovic en Australie. Lui, il avait démonté Nadal en demi-finale. Djokovic avait démonté Federer. C'était les deux nouveaux qui arrivaient. Et puis en finale, Djokovic, tu sais, c'est la rigueur de l'Est. Je veux dire, c'est les mecs. Tsonga, il fait peut-être un petit peu trop la fête, je sais pas. Même voilà. On va pas commenter ça quand même. Mais bon, Gasquet, mentalement, je trouve qu'on est pas. Je pense qu'il nous manque un petit quelque chose. On va vous parler rugby
féminin. Tout de suite, on arrive à. Vous savez que le gros dossier ce soir, ça va être le football. Puisque, en plus, ce soir, cérémonie du Ballon d'Or. C'est en train de se jouer. C'est en train de se jouer. C'est déjà joué depuis un moment, à mon avis. Oui, bien sûr. Mais là, on va vous parler rugby féminin. Mais juste avant, on va faire un petit peu de publicité à un de nos sponsors et qui est une salle de sport à Menton, Sport Plaisir. On va leur faire de la publicité. Radio Fréquence Méditerranée. Vouloir se prendre en main et pratiquer une activité physique régulière, c'est bien. Mais encore faut-il s'y prendre de la bonne manière. Pour écouter son corps et se faire plaisir, c'est Sport Plaisir à Menton. Tapis de course, step, elliptique, rameur, tout y est pour travailler ton cardio. Cours de fitness de 18h à 20h, inclus dans le forfait. Sport Plaisir, c'est un forfait tout inclus à 32 € par mois sans engagement. Ouvert 7 jours sur 7, de 6h à 22h. Sport Plaisir, c'est une salle où le mot convivialité a tout son sens. Sport Plaisir, 70 Val du Carré à Menton. Plus d'infos au 06 60 89 90 15. Sport Plaisir, écoute ton corps. Fais-lui plaisir. Téléphone 06 60 89 90 15. Il y en a qui écoutent leur corps, qui leur font plaisir, dont on a 2 sportifs autour de la table, et puis il y en a 2 autres qui le sont un petit peu moins. Moi, j'écoute mon corps, mais en cuisine. C'est pas la même chose. C'est qui les sportifs autour de la table? Ça doit être toi et Pascal, non? Je sais pas. Pascal, c'est un sportif dimanche avec la pizza. Non, j'ai paddle le mercredi entre midi et 2. Ça compte. Et toi, mon petit Lucas, tu fais du sport? Moi, j'ai fait de la natation. J'en fais toujours, mais moins qu'avant. Ouais. Tu es dans un club? J'étais à Menton, mais maintenant je suis plus à Menton. D'accord. Tu en fais tout seul pour toi, pour le plaisir. C'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il repart à la nage chez lui tout à l'heure. Il habite au bord de mer. Il y a les parents qui sont pas loin, qui l'écoutent, qui regardent, qui écoutent son intervention ce soir. Moi, du sport, j'en fais tous les jours quand je monte les escaliers. Je me refuse à prendre l'ascenseur. Quand j'arrive au 4e, je peux dire que je suis mal. Moi aussi, je prends jamais l'ascenseur. Je suis au 3e. Bon, ça va. Moi que pour descendre les escaliers, pas pour monter. Rugby féminin et la Coupe du Monde. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On vous parle de sport ce soir, on a encore abordé tout à l'heure après le rugby, il y aura le basket, il y aura le handball et puis bien sûr le gros morceau c'est le foot ce soir. Le rugby, Coupe du Monde mon cher Thierry. Coupe du Monde, on est dans un groupe avec l'Afrique du Sud, les îles Fidji et l'Angleterre. L'Angleterre, c'est quand même le gros morceau. On a gagné le premier match contre l'Afrique du Sud, qui, quand même, chez les hommes, c'est une sacrée nation de rugby. Chez les femmes. Et chez les femmes, on leur a mis 40-5. Alors, à mon avis, ça doit être un pro moins fort chez les femmes. Visiblement, oui. Et avec, il faut le dire, donc l'or sensu. C'est le demi de mêlée, donc le numéro 9 de France, qui est le demi de mêlée, qui sort le ballon de la mêlée, qui organise un petit peu le jeu, pas le jus, le jeu. Et elle organise très bien d'ailleurs. Le problème, c'est que contre l'Angleterre, on a perdu 7-13 en faisant un très bon match. Parce que j'ai vu qu'il y a eu une blessée là. Et elle est fracassée, la rupture et tout ça. Donc hop là, elle est out jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Ça, c'est dommage. C'est un petit peu comme si on nous enlevait Arthur Dupont, tu vois. Je vais pas mentir, le rugby. Le demi de mêlée qu'on a actuellement, le meilleur. Le petit jeune de Toulouse là. Tu t'aventures sur un terrain glissant là. Le rugby. C'est mon déficit le rugby. Je t'avoue, c'est peut-être le sport où je connais le moins. Et donc on a 2 blessés. J'adore le rugby. Donc je complète alors. Ne le dites pas. Faites croire à nos auditeurs que vous maîtrisez. On est dans l'honnêteté, Jean-Luc. Tu l'as toujours dit, on est une radio vraie. Voilà. Vous voulez faire le nos faiblesses. Ils veulent faire le. D'ailleurs, toi, t'as un physique de rugbyman. Complètement. Tu vas faire à l'envers. C'est évident. Et là, on a un pilier là. Et donc, mon cher Thierry, oui, donc on a en plus de l'or sensus qui est donc out of la Coupe du Monde, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle parce qu'on a quand même la possibilité de passer en 8e. Et il y a aussi Romane Ménager. Qui alors elle, c'est numéro 7, l'équivalent de Charles Olivon à peu près pour ceux qui on est toujours que dans la phase de qualification. Oui, il reste encore demain. Il faut qu'on joue contre les îles Fidji là. D'accord. Et les Fidji, c'est pas mal en homme aussi normalement. Ouais, c'est chez les mecs, c'est pas mal. Mais chez les femmes, après, ça veut rien dire parce que l'Afrique du Sud, tu vois, ils étaient pas terribles. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais la France monte en puissance. On n'est pas mauvais en rugby quand même. C'est qui un peu les favoris pour. La Nouvelle-Zélande déjà. Aussi l'Australie et l'Angleterre qui est quand même pas loin encore. Et nous, on avait peut-être une petite carte à jouer, mais là, on a notre meilleure joueuse qui s'en va, alors ça va être un petit peu compliqué. Après, on peut toujours croire au miracle. Peut-être que celle qui va rentrer derrière va se sentir investie d'une mission extrême pour remplacer la meneuse de jeu de l'équipe de France. Et, on espère. Contre les Fidji, c'est jouable. Après, s'ils passent ce tour-là, on verra, tout est possible. On a joué l'Angleterre ou on va jouer l'Angleterre? Non, on a joué, on a perdu 7-13, mais dans un match où en défense, on leur a vraiment donné du mal. D'accord. J'ai regardé le match, je peux vous dire, ça y est, le rugby féminin, c'est pas très médiatisé,
Mais ça joue quand même. Hein. C'est pas. Il y a une petite botteuse aussi, la numéro 10, tu sais, qui fait les transformations, qui fait le drouin là, et qui se débrouille pas mal. Petite métiste qui est vraiment bien. Ça doit pas se ménager non plus. Ils y vont. Rugby, si t'as pas envie d'aller au contact. Allez, vos pronostics sur l'équipe de France, est-ce que vous pensez qu'elle va au bout ou pas? De quoi, pour la Coupe du Monde? Oui, non, Coupe du Monde féminine. C'est très très compliqué. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est d'essayer de se montrer le plus possible. Elles sortent des poules. Pour essayer, qu'elles sortent des poules déjà. Et puis après, aller à Jacques, comme on dit, elle risque de tomber sur la Nouvelle-Zélande. Mais pardon, ça va être un huitième. Ouais, ça va être quand même encore plus compliqué. On verra. On vous tiendra au courant de ce qui se passe. Et puis voilà. On tenait à en parler parce qu'on n'en parle pas souvent du rugby féminin. C'est pas très médiatisé, mais ça commence un petit peu à se faire comme le football féminin. Ouais, c'est vrai. À monter en puissance. On va revenir à Monaco. Qu'est-ce que t'en penses? On revient à Monaco? On revient à Monaco. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. On revient à Monaco puisque vous savez qu'à Monaco on a une très très bonne équipe de basket. On a de foot aussi, hein. Ils ont, pardon. Oui, bon, ça. J'ai fait tout pour l'occulter, mais bon, lui, il s'en est rappelé. Il est réactif sur Monaco. Au basket, on est bon. En basket. Mais en ce moment, ils sont meilleurs en basket qu'en football, en tout cas. Ah ben en basket, les gars, on va le dire, 7 matchs officiels, 7 victoires. 5 en championnat et 2 en Euroleague. Et dont on a été gagné chez le Virtus Bologne, l'équipe italienne. J'ai jamais simple de gagner là-bas et on a gagné vraiment assez facilement. Ça me fait penser à l'équipe de Monaco, l'équipe monégasque féminine de Monaco l'année dernière qui a gagné tous ses matchs. Tout à fait. Elle a perdu 0 match. Elle a tous gagné. Elle n'a même pas fait un nul. Oui, tout à fait. L'année dernière, saison sacrée performance. Ah oui, complètement. Et donc le basket, là, ils ont Monaco, ils ont une équipe pour la gagner. Cette année, franchement, là, ils ont recruté vraiment bien. Donc je confirme, avec le petit Strazel et puis Eli Okobo. Ça parle même de victoire, ça pourrait passer favori en Euroleague justement. Ils viennent de battre le champion d'Europe, les Turcs de Anadolu Céleste. C'est incroyable, sachant qu'il n'y en a aucun qui est monégasque. Si tu attends des monégasques n'importe où là-bas, ils doivent être 10 000 à tout péter. Je crois que Ouattara, je sais pas s'il est monégasque, mais ça fait des années qu'il est au club. Oui, après c'est l'enfant chéri. À chaque fois qu'il rentre sur le terrain, lui, il est ovationné. C'est un mec très sympa en plus d'ailleurs. Et toi, tu suis le rugby, Lucas? Le rugby, pardon, le basket. Oui. Un peu la NBA. Sinon, Monaco, quelquefois, oui. D'accord, ok. Et donc, Monaco, là, tu penses, mon cher Thierry? Moi je trouve que je les ai vus jouer l'année dernière, si tu veux, c'était tout articulé autour de Mike James, qui est le joueur de basket le mieux payé d'Europe quand même, à Monaco. Ah oui, non, c'est pas le pivot, c'est le scoreur, c'est le meneur de jeu. Mike James qui joue un peu trop perso. Donc forcément, c'est le mec 25 points par match minimum. Au basket. Après Monaco. Au basket, il y a un côté un petit peu individuel quand même. Oui. Mais cette année, ils jouent beaucoup plus en équipe et c'est pour ça que je pense qu'ils sont redoutables. Vraiment. Il faut les voir jouer. Nous, on est très très surpris avec ma femme parce qu'on va voir. On a pris l'abonnement et d'ailleurs, je peux me permettre parce que c'est assez marrant. On est placé deux rangs derrière les commentateurs de BX Sport. Voilà, bon, jusque-là tout va bien, tu vois. Oui. Et effectivement, quand on a été voir le dernier match de championnat, quand on a été voir contre Gravelines, on est arrivé bien en avance, au moins 45 minutes en avance. Et il y avait un type avec une caméra qui filmait les gars. Mais nous, on faisait pas gaffe avec ma femme. Et vous avez été cadré. Et quand on est rentré à la maison, on a voulu revoir, parce que c'est télévisé sur Being 3, là. On voulait revoir quelques actions du match parce qu'il y avait un type qu'on avait vu et on savait pas qui c'était. On s'est dit, donc ça va nous revenir. Et à un moment donné, on regardait pour voir où est-ce qu'on était. Et là, il faut un gros plan sur les commentateurs. Et tu me vois avec ma femme tendrement enlacée. Et à chaque fois dans le match, tu venais sur les commentateurs, tu nous voyais, mais en gros. Et je vais te dire, heureusement que c'était ta femme. Alors figure-toi que parce que c'est comme ça qu'on se fait griller. Grave. Alors je donne l'astuce s'il y en a d'autres qui sont au courant, parce que si effectivement ma femme me dit un jour qu'elle va au match, mais c'est des places à l'année, tu peux pas bouger. Non, mais je vais te dire qu'un jour quelqu'un qui va dans un truc, jamais derrière les commentateurs. Non, jamais. Ah, ça c'est sûr que si ma femme me dit qu'elle va au basket, que je regarde le match, que je la vois pas derrière, là je commence à m'exciter. Elle aussi d'ailleurs, mais dans un autre sens, mais c'est pas grave. Voilà, donc vive à Monaco, un bon petit cocorico parce que c'est bien, ça fait plaisir. Monaco. Monaco basket. Basket, pardon. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va juste avant d'arriver au foot, il est 19h29, on est toujours en direct, je le rappelle ici, donc vous nous suivez bien sûr sur le DAB+, sur le www.fmradio.fr et puis en live Facebook. Bientôt le retour en FM, on a des petits soucis pour la FM pour l'instant pour pouvoir se faire raccorder. Non, je vais faire une aparté sur Orange
qui sont mais plus que nuls, puisque ça fait déjà 2 rendez-vous qu'on me plante pour installer la box Orange, que j'ai viré du coup, et on va passer chez Bouygues pour pouvoir avoir une liaison entre notre studio et notre émetteur FM. Voilà, puisqu'on a déplacé notre émetteur, et donc automatiquement il faut le remettre en liaison. Voilà pour la FM. Compliqué, hein, c'est compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué. Et pourtant on s'y est pris bien à l'avance. C'est comme ça. Donc je disais, voilà, nos auditeurs nous suivent. Merci à tous ceux qui nous suivent jusqu'au bout, puisque on va vous parler football dans quelques instants, et bien ça sûr. C'est le gros morceau de notre émission. On y arrive. On n'a que des spécialistes autour de la table. Et là par contre handball avec il y a les qualifications du championnat d'Europe qui se déroulera un petit peu plus tard, et on a gagné les 2 premiers matchs. L'équipe de France quand même statut de favori, donc on est bien placé. Bien sûr, toujours hand. Voilà, donc on a battu la Lettonie, on a battu l'Italie hier. 40-29 quand même, donc sans aucun commentaire possible. Écrasant. Voilà. Et les 20 ans d'équipe de France de Nicolas Karabatic qui arrive au bout quand même, mais qui est toujours là. Hein. Il a toujours bon pied, bon oeil. Mais son expérience. Quel sportif. Là aussi, lui, quand il va partir, il y a de la relève quand même. Hein. Il y a des très bons joueurs qui arrivent derrière, mais c'est surtout le charisme d'un Nicolas Karabatic. Le côté iconique. Hein. Oui, c'est une icône, clairement, tout à fait. Pour la longévité, la performance, le nombre de titres. Quand les adversaires rencontrent une équipe de France avec Karabatic, c'est pas pareil que quand il n'est pas là. Même si aujourd'hui il est un petit peu moins fracassant qu'à la grande époque. Oui, c'est sûr. Hein, mais quand même, le fait qu'il soit là, les adversaires ne sont pas très sereins, on va dire. Ah oui, clairement. Voilà. Donc il va falloir trouver quelqu'un qui puisse vraiment récupérer un petit peu cette aura. Il y en a quelques-uns qui sont pas mauvais, les Maillet et compagnie, mais on garde toujours une belle équipe. Après hand, on n'a jamais eu trop de soucis à se faire. S'il y a bien un sport où on performe, on a toujours performé depuis des années et des années, c'est bien le hand. Depuis Jackson Richardson, on a suivi les barjots de l'époque. Exactement. Combien de titres en hand. Les gars, vous savez que je vais vous on a 2 titres olympiques, c'est sûr. Oui, en titre olympique, on en a combien? Titre olympique, on doit être 2 sûrs. Moi, je dirais 3. En médaille d'or, peut-être 3. Au moins 2. C'est ça que je dis 2 sûrs. Mais après, exactement. Chers auditeurs, aidez-nous. On est des journalistes sportifs. Je saurais te le dire, mais la liste est longue. Parce qu'entre le. Je sais pas, moi. Tu sais pas? Ouais, peut-être 2. Je sais pas. Wikipédia, les enfants. Parce que entre les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, les championnats du monde. On a quand même un paquet de médailles. Ça, c'est sûr et certain, on a un paquet de médailles. Mais on n'a pas tout gagné. Parce que même justement en féminin, on est bon aussi. Oui, bien sûr. Justement, c'est un sport performant. Vous vous rappelez quand même les dernières Olympiades où on avait la finale au volley, la finale au basket, la finale, les 2 équipes de hand en finale aussi. C'est quand même énorme. Il y en a 3 qui ont eu la médaille d'or. Il n'y a qu'en basket, je crois que Non, basket. Qu'on n'a pas remporté. Mais on n'avait pas été ridicule. Hein. Non, si on n'avait pas fait ce complexe d'infériorité contre les Américains, on aurait quand même pu. Je crois il me semble qu'on les avait battus en poule, non? Exactement. Je crois. On les a battus en premier match, je crois. Premier match des JO. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Mais après, du coup, c'était revanchard en finale. Voilà, mais bon, c'est vrai que c'est déjà d'être arrivé en finale, c'était énorme. Voilà. Okay. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Et puis. Pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de chercher le palmarès mais voilà, j'ai pas tout. Non. Ça doit être énorme. Ah oui, je pense qu'on a dépassé les 10 médailles. On est premier. Voilà, on a en championnat du monde masculin, on est quoi? On est les deuxièmes. On a la Suède derrière nous, devant nous. Ouais, la Suède, c'est performant aussi. On a 9. Je vois pas tout. Bon, c'est pas grave. On ne pas être loin de la dizaine de titres. Je pense que. Ils ont confondu. C'est ce que j'aurais dit. Plus que la dizaine. Voilà. Donc je vous donnerai les détails la prochaine fois. Voilà. Non, mais très bien. On mettra un écran retour meilleur, plus gros, parce que je vois pas. C'est écrit trop petit. Allez, on va passer. Caractère 36. Je voulais juste faire un petit retour en arrière sur le basket, parce qu'on a parlé basket et j'ai pas eu le temps d'en placer une. Parce qu'en plus, Lucas a dit qu'il aimait la NBA. Notez juste qu'en NBA, c'est l'intersaison, ça va reprendre, et que Rudy Gobert a signé à Minnesota. Donc il est parti il vient de signer à Minnesota. Et qu'il y a 2 Français qui se retrouvent sur le carreau. Tout à fait. Kylian Tilly, qui est le fils d'un ancien joueur de volley, l'entraîneur de l'équipe de volley. Oui, tout à fait. Laurent Tilly. Et il y a celui qui était en équipe de France, qui a fait le championnat d'Europe dernièrement, Luwawu Cabarro, qui il devait être drafté. Et puis finalement, il était en dernier dans son équipe. Et comme ils avaient besoin d'arrondir un petit peu les comptes, ils l'ont dégagé. Ils se retrouvent sans club tous les 2. C'est dommage. C'est un peu la loi de la NBA. Après, ils vont peut-être revenir en France ou ailleurs. Il y a de fortes chances. Oui, en Europe.
Europe, sinon tu reviens en Europe. Bien sûr. De toute façon. Donc voilà, c'était juste mon petit mot basket. On vous a pas parlé du Grand Prix de Formule 1, il n'y avait pas de Grand Prix. Oui, bien sûr, Jean-Luc. C'est le coup de gueule de Bien sûr. On n'a rien à dire, c'était un coup de gueule commun avec Pascal. Allez-y, si c'est un coup de gueule, on vous écoute. Moi, tant que j'ai pas de générique, je. Ah oui, pardon. Je fais rien du tout. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Le Grand Prix, les Grands Prix de Formule 1, j'ai pas suivi là les gens. Ouais, bah c'était pas ce week-end-là, le week-end dernier. Oui, c'est un Grand Prix cataclysmique, un petit peu sur les bords. Dans tous les sens, dans tous les sens du terme. Ouais. Ah oui, il y a eu un remake, ça y est, il y a eu un remake de la connerie faite, excusez-moi pour le mot. Exactement, c'est le coup de gueule de Pascal. Et c'était sur le même circuit. Non, si. Circuit du Japon. Circuit du Japon. Oui, c'est quand il y a l'histoire de Jules Bianchi, donc qui est décédé suite à un accident. Qui avait tapé une grue sur le bord. Oui, voilà, oui. Circuit, c'était en 2014, c'était déjà sur le Grand Prix. Au Japon. Ils sont bons les Japonais, donc. Il pleuvait en plus. Ouais, il peut souvent. C'était un remake. C'était un peu dans les mêmes conditions, voilà. Donc météo exécrable, de la pluie, visibilité quasi nulle. Enfin voilà, c'était. Et un véhicule de secours qui rentre sur. Ouais, voilà, il y avait une voiture de sécurité, je crois, donc un drapeau rouge. Ou drapeau rouge. C'était sous drapeau rouge, c'est sûr. Ouais, il y avait une grue donc qui était rentrée sur la piste donc pour évacuer. Dégager la voiture de Sainz. Une voiture. Non, tu parles de cette. Ah là oui, tu parles. Ouais, je te parlais de Jules Bianchi. Mais c'était les mêmes conditions, voilà. Une grue qui était sortie pour évacuer une voiture endommagée, enfin arrêtée. Voilà, sous la pluie, Jules Bianchi il a perdu le contrôle de son véhicule, il a été tapé dans la grue et il est décédé, voilà, suite à cet accident. Il est resté plusieurs semaines dans le coma. Quand il t'arrive une chose comme ça, un tel événement, la moindre des choses, c'est quand même d'en tirer des leçons. Bien sûr. Et de faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise pas. Et que nenni, les Japonais. Et là, en fait, tu te retrouves. C'est ça qui est scandaleux. Alors, l'erreur est humaine, certes, mais voilà, tu as une espèce de jurisprudence. Tu peux pas te permettre d'être aussi négligent à ce niveau-là. Donc, ça. Voilà, en fait, donc tu as le départ. Bon, déjà, ça a été arrêté. Il y a eu 1h30 de coupure. Ouais, donc ils ont même pas fait le nombre de tours estimés. C'était autant parce que tu as un temps, je crois, c'est 2 heures, je crois. Pour pouvoir comptabiliser 2 ou 3 heures, voilà, sur l'ensemble de l'événement. Donc ils ont fait à peu près la moitié, je crois, des tours. Et donc au premier tour, donc tu as Sainz, donc Carlos Sainz qui se sort de la piste. Donc premièrement, tu as un drapeau jaune, après tu as la voiture de sécurité. Donc la voiture de sécurité, elle sort. Tu as tout le monde qui commence à se mettre derrière. Et en fait, quand il y a eu l'accident de Sainz, Pierre Gasly, en fait, il a pris un panneau publicitaire qui a été envoyé sur la piste. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre au stand pour se faire changer son aileron avant. Il ressort. Entre-temps, tout le monde recolle à la voiture de sécurité et sauf que avant qu'elle reparte, il faut que tu ailles le plus vite possible pour recoller derrière. Sinon, voilà. Ouais. Donc forcément, lui, il a accéléré. Sauf qu'entre-temps, la direction a fait sortir la grue pour évacuer le véhicule de Sainz. Ce qui se fait que, voilà, en fait, tu te retrouves Gasly qui passe à 200 km/h à côté d'une grue qui est plantée comme un pilier au milieu de la course. Et en plus, où tu n'y vois rien du tout. Quoi. Et ce qui est encore pire, c'est que donc tu as non seulement Gasly qui peut clairement il laisser sa vie sur un truc comme ça, mais en plus tu as le commissaire de piste donc qui est en train de sortir la voiture de Sainz, il est à moitié sur la route au niveau de l'aileron avant, et au moment où Gasly passe, il se tourne littéralement pour presque pour éviter la voiture quoi. Donc c'est aberrant. Surtout quand tu sais que 7 ans avant, 8 ans avant, il y a eu un voilà, c'est pas possible. Et ça a foutu un scandale. Et légitime, voilà, t'as le père de Jules Bianchi. Ouais, il a fait un coup de gueule. Voilà, il s'est pas exprimé. Alors je sais pas si c'était exprimé. Ah ouais, bon, moi je l'ai vu via un tweet ou. C'était 2014, Jules Bianchi. 2014, j'ai noté aussi. En 2014, passe vite. 5 octobre 2014. Ah, ça passe. Jules Bianchi parrain de Charles Leclerc. D'accord. Non, pas parrain. Si, je crois. Non, c'est pas peut-être son père. Alors je crois non. Enfin, je sais qu'ils étaient très amis. Le père. Le père. Ouais, voilà, c'est ça. Le père de Jules Bianchi. Donc parrain de notre cher président de l'AS Monaco Football Féminin, Pierrot Couffet, qui suit l'émission depuis le début, qui est un fidèle et qui nous met le pire, c'est qu'il a pris 20 secondes de pénalité. Oui. Et le pire, voilà, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est Gasly qui se fait pénaliser parce que soi-disant il roulait trop vite à ce moment-là. Sauf que en plus, le Japon, c'est scandaleux quand ça t'est déjà arrivé un truc comme ça, mais bon, je sais pas, soit logique. En plus, ça s'est fini sur un drapeau rouge. Donc, tu veux arrêter la course, drapeau rouge, tous les véhicules rentrent au paddock dans les stands, et après, tu fais sortir la grue pour évacuer. Bien sûr. Surtout que, je veux dire, Sainz était déjà sorti du véhicule, il n'y avait aucun danger imminent, il n'y avait pas de risque de quoi que ce soit, donc tu avais tout le temps pour intervenir. Mais bon, voilà, moi, j'étais devant la télé,
Et Gasly qui était fou furieux, mais il a raison. Mais tous les pilotes, visiblement, il y a un coup de gueule général des pilotes. C'est normal, c'est normal. Gasly qui a signé chez Alpine, ça y est, c'est officiel. Un Français chez l'écurie française. Ouais, on en parlait. Deux Français, du coup. On se retrouve avec une écurie 100% française, quoi. Ça fait plaisir. Ça faisait 2 émissions, on en parlait. C'était un peu dans les cordes. Là, ça y est, ça a été officialisé. Ah ouais, ça fait plaisir. Moi, ça me fait. C'est 2 pilotes. Et pour parler quand même un peu du Grand Prix, donc voilà, c'est Verstappen qui s'est imposé. C'est Pérez qui a fini 2e au jeu de la pénalité parce qu'en fait, Leclerc était 2e. Il a fait une sortie de route, il avait coupé de 3 ou 5 secondes de pénalité, donc c'est Pérez qui a fini 2e, Leclerc 3e, donc ça y est, Verstappen est champion. Voilà, double. En fait, c'était déjà quelle surprise. Il a trusté toutes les victoires cette année. C'était une histoire de. Ça devait être avant, le Grand Prix d'avant, celui-là d'après. Bon, c'était écrit, mais voilà, ça a été fait, ça y est, enfin, Verstappen, il a son 2e titre. Bravo à lui. Alors, je vais demander au président de l'AS Monaco Football Féminin, donc la prochaine fois, de m'envoyer directement, moi, les résultats du club, puisqu'en fin de compte, pendant que vous étiez en train de parler, je cherchais les résultats du club pour annoncer les résultats du club de l'ASMO et que je les trouvais pas, donc je sur le site ils sont pas. Voilà mon cher Pierrot, j'ai besoin d'avoir les résultats s'il te plaît en direct. Help. Voilà, donc pour pouvoir annoncer régulièrement dans notre émission les résultats de l'AS Monaco Football Féminin. Tu les as même été les voir, tu as commenté des matchs et tout. On a commenté des matchs grâce à Pierrot, on en a commandé 3 et on a été les filmer, et on a fait plein de choses et voilà, je suis très 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 fier de ce club et surtout très fier du travail que fait mon ami d'enfance. J'aime beaucoup quand tu dis ça, tu vois. Non, je suis très fier de lui. Ça me fait plaisir. Je suis très fier on soutient aussi. De lui ou du club? Du club, mais de lui parce que le club c'est lui quoi. C'est la pierre angulaire. Oui, c'est vrai. Voilà, le club c'est lui. C'est la pierre angulaire. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc on va parler football du coup. Vous tendez la pêche. Et si on parle football, normalement je vous ai mis ça. Classic Show sur Fréquence Méditerranée. Ça vous fait penser à quoi ce générique? C'était le générique de Téléfoot, non? Téléfoot. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Mais celui-là il est iconique. Celui-là, on va vous parler football et surtout, alors on va vous parler avant de vous parler Ballon d'Or, puisqu'on va garder Ballon d'Or encore un petit peu, puisqu'on ne sait pas entre temps s'il faut, on aura peut-être le résultat. C'est à quelle heure le tirage? 20h 20h30, ouais, je crois que c'est 20h30. Là ils sont en train de dégrainer si tu veux. Alors on a perdu un chroniqueur parce que je vous ai dit on a un Gremlins dans la pièce. Oui, que je viens de voir passer un Gremlins d'ailleurs. Qui était Bourgois il n'y a pas très longtemps mais qui est devenu Gremlins. Arrête de lui donner de l'eau. On a un Gremlins dans l'émission ce soir, donc on est obligé de le surveiller. Voilà, il passe dans tous les sens. Allez, avant de résultats européens, mon cher, les coupes, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu la semaine européenne. Moi, je vais essayer de faire vite parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps. Voilà, le bilan français est plutôt mitigé sur cette semaine européenne. Voilà, globalement, c'est 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Donc niveau victoire, on a eu la victoire de Marseille au Sporting. Voilà, bravo Jean-Luc, bravo Thierry, félicitations. Non, je te remercie, mais c'est surtout eux qu'il faut féliciter. Importante, méritée, voilà, qui a fait un bon match. Après, le rouge qu'ils prennent, le Sporting est totalement justifié. Donc intervention ratée, penalty, carton rouge, rien. Mais ils ont fait un bon match d'entrée. Ce qui est incroyable à Marseille, c'est qu'il me fait toujours trop tomber de mon nuage. C'est qu'ils gagnent 2 matchs de Coupe d'Europe d'affilée contre le Sporting, qui n'est pas une petite équipe. Oui, bien sûr. Et ils vont perdre chez eux contre Ajaccio. Ça, c'est assez. Je pense qu'ils vont la regretter cette défaite. Parce que hier encore contre le PSG, c'est pas déshonorant de perdre contre le PSG, mais contre Ajaccio, quand on y fait un match lamentable dans tous les points de vue. Vraiment, ils étaient complètement ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Contre Ajaccio. Contre Ajaccio, oui, d'accord. On reste sur la Coupe d'Europe, mon cher. Oui, donc victoire de Marseille qui se relance totalement, qui était sur ces 2 premières défaites, là, 2 victoires, donc qui se replace, je crois, 2e ex-aequo avec le Sporting, donc les 6 points. On a eu le match nul de Paris contre Benfica à domicile, un partout avec un PSG très très décevant. Ensuite, côté Europa League, Monaco, qui se sont fait étrier à Trabzonspor. 4-0, ça a été très très difficile avec une énorme boulette de notre ami allemand Nubel. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire sur l'action, mais bon, il n'y a que lui qui a la réponse. On l'annonçait comme le nouveau Manuel Neuer, à mon avis. Il a quand même régulièrement, il nous en sort une quand même. Oui, clairement. À mon avis, à ce rythme-là, il fera pas long feu au haut niveau. Nantes également, qui a perdu 4-0 également contre Fribourg.
et ensuite en Conference League. Ouais. Alors j'ai toujours pas compris Europa League j'ai toujours pas compris à quoi sert cette compétition. Juste pour faire un peu plus de fric. Voilà, du fric. Nice qui a perdu 2-1 à domicile. Alors je crois que je l'ai noté, c'est Tchèque, Slovako, voilà exactement, qui menait 1-0 et qui a réduit à 10 à la 85e minute et qui s'est fait donc le bilan total des clubs français, c'est quoi alors? 2 victoires, 1 nul et 3 défaites au général sur les 3 compétitions. Donc bon, voilà. On est toujours au niveau. On a l'équipe de Rennes quand même. Ah, et Rennes, oui, exact. J'ai oublié Rennes, qui a gagné 1-0 à Kiev. Il marche bien cette année. Et je sais pas si tu es au courant que Martin Terrier est en train de taper à la porte de l'équipe de France. Hein. Ah ouais? Oui, donc il commence à réfléchir sérieusement, Deschamps, parce que comme il a toujours eu du mal à trouver un attaquant qui soit capable, et il est en pleine bourre en plus en ce moment. Hein, donc. Ouais, c'est vrai. Après, devant, des attaquants, il y en a. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, je pense aussi. Non, mais après, il me fatigue Deschamps à rajouter toujours des nouveaux joueurs. Sers-toi de ceux que tu as. Mais c'est vrai que Terrier, c'est un joueur qui est vraiment en train de s'affirmer. Je pense que je ne vois pas faire le mondial. C'est un besoin. Non, je pense pas compliqué, mais il pourrait l'essayer parce que je veux dire. Oui. Après, le problème, c'est que dans sa compo d'aujourd'hui, Deschamps, il joue plus avec des ailiers. Et Terrier, c'est quand même à la base un ailier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la compo, tu le mets où, Terrier? Oui, c'est ça. Mais après, c'est un très bon joueur. Ah ouais, moi aussi. Je trouve qu'il a vraiment. On joue plus avec des ailiers. Alors, Deschamps va peut-être rejouer avec des ailiers au mondial. On parlera de l'équipe de France tout à l'heure. On reste sur la Coupe d'Europe. On a les résultats. On a donc les résultats de l'AS Monaco Football fémine depuis. Donc, oui, j'ai vu. Oui. L'équipe première, qui est une équipe en régionale 1, donc équipe première qui a fait 4 matchs, 3 victoires et 1 nul. Donc, qui reste dans la lancée. Ils viennent de monter en plus. Hein. Je dis pas de bêtises. Non, ils n'étaient pas montés. Ils sont pas montés les derniers? Non, ils ont perdu au barrage. Ah d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a des barrages. Ils ont gagné leur premier barrage, ils ont perdu au dernier match du barrage. Voilà, donc on était très tristes. Voilà, vous avez on a les résultats. Merci, en direct. Qui tombent en direct. En direct, c'est ça, de faire de la radio-télé. Il faudra le faire venir un jour, Pierre, l'émission. Mais exactement. Hein, et j'ai un petit prompteur devant moi qui me donne des trucs. C'est ça qui est génial. C'est bien. Tout à fait. On voulait parler aussi de cette hécatombe chez les entraîneurs limogés cette année. Oui, là, Mika en 8 jours. En 8 jours, mais en plus, je trouve que ça faisait un petit moment qu'en Ligue 1. Pardon. Mon petit, t'es supporter de quelle équipe, toi? Nice. Bon, toi aussi. Bonne fin de journée. C'est vraiment parce que tu es gentil, parce que tu as failli pas revenir. Nice qui est un peu en difficulté en ce moment. Ouais. Ils ont du mal. C'est un début de championnat compliqué. Nice, oui, Monaco qui revient bien. Mais en tout cas, en parlant de. Donc, la valse des entraîneurs, en 8 jours, on a perdu le plus connu, ça a été Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc. On aurait pu faire un petit débat à Lyon. On a perdu Derzakarian à Brest. Au passage, je ne sais pas pourquoi je vais le dire quand même, je le déteste. Je déteste cet homme. Furlan à Auxerre, Oscar Garcia à Reims et aujourd'hui même Olivier Dalloglio de Montpellier. Donc en 5 jours. Derzakarian qui sera avec nous dans 2 semaines d'ailleurs. Ah non, mais j'ai jamais réussi. On le mettra juste en face de Mika. J'ai jamais réussi. Écoute, il est au chômage, on va le recruter. Mais pourquoi pas. Donc oui, 5 entraîneurs en 8 jours. C'est un peu le timing traditionnel quand t'arrives. Quoique non, c'est vraiment assez tôt. Moi je m'imaginais presque déjà l'intersaison, mais pas trop. Non, ça fait tôt, on est fait en mi-octobre. Parce que en général, voilà, c'est plus. Après Peter Bosz, sincèrement, Lyon, c'était dramatique. Oui, c'était écrit. Derzakarian, de toute façon, je le déteste, donc je pense que c'est lié. Donc c'est bien. Furlan Auxerre, c'est plus surprenant, c'est peut-être Furlan Auxerre. Il a fait une super saison l'année dernière. Moi je trouve que c'est un petit peu dur quand même. Les mecs, il s'est défoncé pour monter en Ligue 1. Furlan, c'est presque plus de l'extra sportif que vraiment du terrain, parce qu'il y a eu son histoire où il a fait un doigt d'honneur au public. Il y a eu un peu des affaires en dehors. En tout cas, c'est suite à ça qu'il a été limogé. Alors, est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. C'est dur. Tu qu'une saison en Ligue 2 où tu fais une magnifique saison. Tout le mérite lui en revient d'avoir fait monter le club. Et puis, au bout de 10 journées, tu lui dis au revoir et merci. Moi, je trouve c'est un peu facile, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Juste avant qu'on parle Ballon d'Or, puisque c'est avec ce sujet qu'on va clôturer les dans 30 minutes, on va savoir. Voilà, donc Ballon d'Or, juste avant. On est à la 10e journée de championnat. Vous avez un petit pronostic 11e plus précisément. 11e déjà? Oui, 11e, exact. Exact, puisque Marseille, c'est 8 victoires, 2 défaites, 1 nul. Un petit pronostic sur le trio final? On va mettre Paris déjà. Je pense que Paris premier, on prend pas trop de risques. On est au tiers. Non, on n'est pas au tiers encore du championnat. Non, pas encore. Un peu moins. Moi, je pense que cette année, je sens bien Rennes quand même.
Je les sens bien. Je trouve que s'ils arrivent chaque année, ils sont là. Ils loupent toujours les derniers matchs, mais je les vois quand même bien arriver. Marseille, ils reviennent bien. Marseille pourrait continuer bien aussi. Ils ont l'air crédibles cette année. Je vois Marseille dans les 3 premiers. Je vois Paris. Paris, Marseille, Monaco. Je vois Monaco. Monaco, bien sûr. Ils ont un bel effectif. C'était le classement l'année dernière. Exactement. Si on pouvait passer 2, ça m'arrangerait. Parce que l'année dernière, je crois que c'est dans les dernières secondes. C'est la dernière seconde. C'est Lens qui les a tués. Je suis désolé, mon petit Lucas. Par contre, 10, ça va être difficile. C'est dur cette année. C'est sûr que là, cette année, ça va être dur. Mais cette année, comme l'année dernière, comme les autres années. On espère être en Europa League. C'est vrai que c'est très dur ce début de saison pour Nice. Mais ils peuvent se refaire. Moi, je te souhaite même l'Europa League conférence. Mais ils y sont. Oui, c'est Nice qui est en Conférence League. Et d'ailleurs, Oui, en plus. En plus, ils perdent. Moi, sur les deux là, parce que t'as Lens et Lorient qui font un très très bon début de saison. Revenir à notre tube de l'été, ils sont toujours là, Lorient. Lorient est toujours là pour l'instant. Mais attention, ils ont perdu leur attaquant. La Mofi est blessé. Je sais pas pour combien de matchs. Je crois plus à Lens qu'à Lorient. Bah voilà, je mettrais bien une pièce sur l'un des deux. Moi aussi, je mettrais plus une pièce sur Lens. Pas dans les 3 quand même, je pense. Peut-être Lens a perdu Jimmy Cabot aussi. Le latéral droit, lui, la saison finie. Croisé, oui, j'ai vu. Ligament antérieur, terminé. Tout à fait. Et après t'as pas mal de clubs qui jouent des Coupes d'Europe. Quand t'as que le championnat et que t'es en place, que tu tournes bien. Oui, mais dans les 3, c'est ça que j'ai du mal à croire. Mais après, dans les 4-5, que Lens cette année peuvent accrocher une 4-5e place. Allez, je mets une pièce sur 3ème, voilà, comme ça je me mouille un peu. Voilà. Ah oui, d'accord, complètement. Donc qui est 3ème, tu dis? Lens. Ok, d'accord. Ils peuvent, franchement, ils sont cohérents. Et en deuxième position, t'enlèves Marseille ou Monaco? Je mettrais plutôt Marseille. D'accord. Ok. Donc on finit 4 quoi. Ouais. Elle sollicite. Une année, je vu champion. Pascal va rentrer à pied ce soir. 19h50, dans 10 minutes. Partir à la nage avec Lucas. Dans 10 minutes, on a terminé notre émission. Le résultat du Ballon d'Or, c'est 20h30. 20h30. À la fin des émissions, à la fin du journal de TF1. On ménage le suspense. Je rentre, je mets l'équipe. Alors par contre, on va vous donner une tendance. Mika, par contre, tu as été travailler les pires Ballons d'Or. Moi j'ai donné mon pire ballon d'or et j'aimerais savoir pour tout le monde qui est son pire ballon d'or. Pire ballon d'or. Même nos spectateurs qui nous disent un peu pour eux quel est leur. Je pense qu'il est évident. On a un spécialiste foot qui est Pierrot. Donc s'il te plaît, Pierrot, mets-nous. Donnez-nous votre pire ballon d'or de l'histoire. Ceux qui nous suivent, mettez-nous votre pire ballon d'or de l'histoire. Pour moi, le pire c'est 2006. Cannavaro. Oui. La même. Je te suis. Il y a déjà eu un gardien de but Ballon d'Or? Non, le russe à l'époque, comment il s'appelle? Exactement, bravo. Tu sais qu'il a une très très bonne culture. On en parlait un peu avant de commencer l'émission, on a balancé 2-3 noms, je dis il y a du niveau. Mais d'ailleurs, je pense que Buffon aurait pu en avoir. En 2006, pour moi, c'est plus Buffon qui devait l'avoir que Cannavaro. Là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quand même, parce que je veux dire, puisque en fait Cannavaro, il avait eu le Ballon d'Or parce que l'Italie avait été sacrée championne du monde. C'est ça qui a fait pencher la balance. Comment, excusez-moi, mais comment en 2018, n'est-ce pas, lorsque Raphaël Varane est élu meilleur défenseur de la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, il gagne la Coupe du Monde avec la France et il se retrouve 7ème. Je dis même pas qu'il s'est fait battre au Ballon d'Or, il se retrouve 7ème. Alors là, moi je veux pas dire cocorico tout ce que vous voulez, on n'est pas chauvin ici, mais tout de même. Alors que Modric a eu le Ballon d'Or, pourquoi pas? Il avait déjà eu le truc Europa, je crois. Mais je veux dire, il a quand même perdu. Il a gagné la Coupe d'Europe avec le Real Madrid, mais il a perdu en finale contre la France. Alors, comment il peut finir 7ème, Varane? Ça, c'est pour moi une des plus grosses injustices que je n'ai jamais. Mais il tombe avec des extraterrestres. Ton pire Ballon d'Or? Moi aussi, j'étais parti sur Cannavaro. Oui. Toi, tu ne connais pas tous, peut-être? Non, c'est Cannavaro. D'accord. Et toi, Thierry? Oui, bien sûr. On est d'accord. On est tous les 4 d'accord. Mbappé. Mais il est pas là, non mais il part dans le futur. Il part dans le futur dans 3 ans, ça sera. J'ai cru qu'il allait nous dire Pierre Couffet. Mbappé, il n'a pas été Ballon d'Or. Il l'aura jamais. Mbappé, je vous mets ma main au feu qu'il ne l'aura jamais. Moi, je t'aurais dit non jusqu'à maintenant. J'étais sûr qu'il allait l'avoir. Après son choix de rester à Paris, est-ce que il va pas se le manger en restant à Paris? Et Pierrot nous a mis Cannavaro aussi, pareil. Eh oui, il l'aura pas. On va passer pour des gros haineux français, mais bon. C'est notre avis, on a le droit. Et c'est pas parce qu'il est italien, mais c'est. Mais il a fait le choix de rester à Paris et il n'y a jamais quelqu'un de Paris qui aura un Ballon d'Or. Regarde le seul. Et moi, par contre, mon préféré, c'était Jean-Pierre Papin.
Ah, JPP, ouais. Qui revient à Marseille. Il a eu un ballon d'or. Et vous avez eu le scoop, Jean-Pierre Papin revient à Marseille. Pour faire quoi? Il va diriger l'école de football. C'est vrai? Ah ouais, mais c'est bien ça. C'est tout. Il a coaché un petit peu. Il avait. à Lens, il a été entraîneur de Lens. C'est tombé ce week-end. Un moment. C'est tombé ce week-end. Il a passé tous ses diplômes et tout, et je trouve ça un petit peu honteux qu'on lui ait pas donné une chance d'aller plus loin. Parce que c'est vraiment un amoureux du foot. Justement, moi je me souviens qu'il était à Lens, je crois. Oui, c'est vrai. Il a entraîné. Bon, ça s'était pas très bien passé, mais bon, malheureusement. Il va être le patron de l'école de football. Bah écoute, c'est bien. C'est un peu comme là Henry, on lui donne pas trop sa chance. Ouais, c'est ça. Après, les mecs qui ont des connaissances. Alors les ballons d'or, les déçus qui l'ont pas eu. Oui, moi je vois. Voilà, pour vous aussi ceux qui auraient dû avoir le ballon d'or. Varane, on en a parlé. Ribéry aussi. Moi je passe à l'époque de Iniesta, Ravi, qui n'ont pas eu de ballon d'or. Je trouve ça, c'est incroyable qu'ils n'ont pas eu de ballon d'or. Ouais, parce que tout a été. Plus récemment, Mané, Salah, Lewandowski. Parce qu'il y a les extraterrestres à côté, et les extraterrestres, même qu'ils faisaient des demi-saisons, ils avaient le ballon d'or. Comme Messi, qu'il a eu 9 fois, je crois, il en a 9 de ballons d'or. Non, il en a 7. C'est lui qui l'a eu l'année dernière. C'est une bêtise. Oui, c'est lui. Tu vois, pour moi, le ballon d'or de Messi l'année dernière, c'est totalement pas mérité. Alors que voilà, t'as un mec comme Lewandowski qui a claqué 40-50 buts, je sais plus. Depuis Paris, il y a eu un ballon d'or. Oui, mais il était déjà à Paris, mais c'est sa saison au Barça qui. Oui. Mais en fait, c'était pas spécialement mérité. Non, c'est pas mérité. Ils lui ont donné parce qu'il avait gagné la Copa América avec l'Argentine en faisant une grosse compétition, certes, mais oui, et en étant vraiment. Pour moi, sur la saison, il méritait pas. Voilà, pour moi, j'ai entendu le petit Lucas, le premier titre international. J'écoute ce qu'il dit. C'est vrai qu'il a des grosses connaissances. Après, en français, Henry aurait pu avoir un ballon d'or. Oui, Henry aurait pu avoir un ballon d'or. Alors moi, déçu aussi, j'aurais mis Mbappé. Tout à fait. De quoi? J'aurais mis Mbappé aussi, déçu. Non, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais du coup, là, je pense qu'on attend tous le sac de Karim. Alors, moi, il nous reste 5 minutes. Qui a marqué hier. Allez, les 5 dernières minutes. Il a encore suivi l'action de Vinicius, qui a été coincé par Ter Stegen, il a repris derrière. Oui. Je vous sauve de. Et on lui en a refusé un autre. Il frappe du gauche. Non, mais franchement, je regarde la pendule. Je pense que si Benzema ne l'a pas cette année. Benzema. On arrête l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Pourtant, je suis quelqu'un qui n'est pas fan de Benzema. Vous me connaissez, mais là, honnêtement. L'année dernière, c'était. Il a fait une saison incroyable. J'étais resté sur ce qu'il avait fait en équipe de France pendant des années. Parce que si tu veux, et là, ce qu'il faut dire sur Benzema, c'est que c'est pas uniquement un buteur, c'est-à-dire qu'il est devenu lui le représentant légal du Real de Madrid depuis que Ronaldo est parti. Il était un peu étouffé et Ronaldo lui a rendu hommage en disant qu'il a jamais aussi bien joué qu'avec son meilleur coéquipier. Quand même, je veux dire, Ronaldo, c'est un sacré compliment. Et depuis qu'il est plus là, il marque, il fait marquer, il oriente le jeu. Et ce qui est dingue, c'est que depuis, moi j'en ai les poils qui se dressent rien que d'en parler. Je veux dire, quand il est revenu en équipe de France, tout ce qu'il fait est frappé du bon sens. Il n'y a rien qui est à jeter chez ce type. Il a mûri. Non mais je veux dire, n'importe quel ballon est intelligent. Comme expression que j'aime beaucoup, il pue le football. C'est ça. Ah oui, ça transpire le football. Et j'ai l'impression qu'en prenant de l'âge, il devient encore meilleur. Oui. Parce qu'il sait exactement, il connaît son corps, il sait se placer quand il faut, il en rajoute pas. Il est complet, c'est incroyable. Il est toujours là. Et si ce soir 20h30 il n'est pas ballon d'or, vous voyez qu'il on arrête l'émission. On arrête l'émission. Dans 15 jours, il y a drapeau noir. Non, de toute façon, si c'est pas lui, à la limite, ça pourrait être encore Lewandowski ou Mané, mais c'est impossible. L'année dernière, il fait 8ème de finale Ligue des Champions, triplé. Quart de finale Ligue des Champions, doublé. Demi-finale Ligue des Champions, doublé. Je vois pas qu'est-ce qu'il faut faire sinon pour avoir le ballon d'or. Et puis bon, il gagne la Ligue des Champions, champion d'Espagne, la Ligue des Nations avec la France. Avec là, ce week-end, il vient encore de gagner Barça. En étant décisif à chaque fois. Voilà. Il a encore marqué, même si c'est pas pris en compte. Ancelotti, qui est quand même un des meilleurs entraîneurs du monde, il est sous le charme total. Il est complètement en pamoison. C'est parce que je crois qu'il a quel âge Benzema? 33, 34, je crois. En trentaine. Ouais, enfin moi je dirais même un petit peu plus. Je crois 33, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Karim? Ouais. 33 ans. 34, je crois. Non, 34, je sais pas. Demande à Pierre Couffet. Mais tu vois. Pierrot, là, il va savoir sa dernière saison. Non mais tu vois justement peut-être encore l'année prochaine. À un âge où normalement t'es censé être un peu sur le déclin, surtout quand t'es attaquant, quoi. Tu as encore défenseur central, c'est un petit peu différent, où t'es censé décliner. Lui au contraire, il a jamais été aussi fort, quoi. C'est-à-dire qu'il est sur toutes ces années où il a emmagasiné son football, il est en train de le ressortir avec la lucidité du type qui sait se placer sur le terrain. Après il a très bien résumé Thierry aussi, il était. Et il aimerait bien c'est peut-être un grand mot, mais il était avec Ronaldo, il était dans l'ombre de Ronaldo, mais il était très très fort déjà. Bien sûr. Mais non, c'est. Non, là franchement,
honnêtement, c'est pas parce qu'on est français, mais je vois pas comment il peut le louper. Non, c'est impossible. Alors, vraiment. Impossible. Mais ils nous en ont fait d'autres. Hein. Non, bah, oui, okay. non, on aura la surprise donc dans 20h30, tout à fait. Sauf énorme retournement de situation. Parce que moi je suis invité. Hein. On est invité à la cérémonie. Donc chez nos confrères de l'équipe. J'avais envie de dire confrères. C'est Vincent Duly qui m'a envoyé une invite. C'est bien Pascal. Nos confrères de l'équipe ce soir vont donner le résultat, comme on dit. En tout cas, moi je remercie tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Dont Pierrot, voilà, 34 ans, Pierrot nous met la réponse pour oui, ça commence à faire. Donc c'est pratiquement sa dernière saison à très haut niveau, je pense. Ça va décliner maintenant. Ou alors s'il continue, c'est qu'il est vraiment un dieu. 34 ans. Regarde Giroud. Regarde Giroud à 36 ans, qui est quand même encore à un autre niveau. Mais qui c'est pas le même style. Et alors attention, j'ai vu aussi passer sur les infos footballistiques que Benzema aimerait bien que Giroud soit aussi à la Coupe du Monde, il soit dans le truc. Il aimerait bien. C'est beau geste. Un beau geste, parce que ça se mérite. Honnêtement, tu veux mettre qui à la place, toi? Moi, je veux bien. Enfin, bon, Terrier, pourquoi pas, mais je veux dire. Et pour l'anecdote, est-ce que tu te souviens, Pascal, on a eu l'émission Le Vestiaire l'année dernière. Il nous reste 1 minute, les enfants. Attends, pour moi. Juste vite pour l'anecdote, c'est que l'année dernière, on a fait une émission spéciale Benzema. On l'a appelé le cas Benzema. Et il a été rappelé une semaine après. Ouais, c'est ça. On avait fait un débat Benzema, il a été rappelé une semaine après. Vincent Duluc avait livré l'info ou quoi? Sur le timing, on était incroyable. On avait été incroyable. Je vous donne du travail pour la prochaine émission. 50 secondes, il nous reste. On va se quitter. Je vous donne du travail pour la prochaine émission. Vous nous mettez votre équipe type de l'équipe de France pour le mondial. Génération. Voilà. Non. Pour le mondial. Celle que vous voyez pour le mondial. Dans la tienne, il n'y aura déjà pas Mbappé. Alors on le sait ça. Si, quand même, malgré tout. T'as pas le choix. C'est le premier que tu mets. Je vais mettre en défense. Ou dans les buts. Ne vous inquiétez pas. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Le petit Mika aussi. Mika, merci à tous. Voilà, ça va redémarrer. Le petit excellent pour son. Ouais, très bon. Merci à vous. Fait plaisir. Pop collection ce soir pour reprendre bien sûr la musique, et puis merci à tous ceux qui étaient avec nous, qui nous ont suivis dans cette nouvel épisode, ce 3e épisode de Classic Show, où on s'éclate et en tout cas on est bien entre nous pour parler sport. Et puis je pense qu'on est, allez, on va se la raconter, on est presque aussi bon que l'équipe. Mais alors presque, hein, on n'est pas loin. Il nous manque les duels. Il n'y a pas grand chose. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM. Radio Fréquence.